Alors un sujet d'actualité sur lequel il y a des marches, des pas en avant, des pas en arrière, c'est le droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement. Alors Maître Carred, qui est avec nous aujourd'hui, avocat au barreau de Marseille, et Fabrice Allégouët de Osez vos droits, est-ce que vous pouvez, Maître, nous définir quel est ce droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement? Alors, je vais surtout le définir en réalité par analogie du droit d'alerte qui existe aujourd'hui en matière de droit du travail, et qui a d'ailleurs pendant longtemps et qui a ému, on va dire, la communauté des employeurs et des salariés, puisque le lanceur d'alerte en matière de santé publique et environnement va certainement avoir un statut, on va dire, similaire au lanceur d'alerte qui existe aujourd'hui dans les dispositions du Code du travail, en réalité, et qui permet à tout salarié d'alerter en présence, alors je vais le dire pour l'instant, en présence d'une anomalie ou d'un dysfonctionnement. Voilà, quel que soit le terrain de l'anomalie ou celui du dysfonctionnement qui peut être constaté en réalité. Alors, anomalie ou dysfonctionnement, ça voudrait dire que c'est quelque chose qui arrive subitement et c'est le droit d'alerte. C'est le fameux, effectivement, on va dire le danger grave et Le imminent. danger grave et imminent, c'est que Ça j'y se arrivais plus. rapprocherait du danger grave et imminent. Alors, Sauf qu'on peut imaginer qu'une entreprise rejette des déchets dans l'atmosphère depuis des années et que ce soit donc pas une anomalie ou un dysfonctionnement, mais le fonctionnement normal de manière exagérée en matière de rejet et qu'on soit en alerte pour dire nos cheminées polluent trop, il va falloir faire quelque chose. absolument. Et ce d'autant qu'en réalité, ce qui souvent est alerté, c'est que même si on sait qu'on pollue un peu trop, c'est surtout qu'on a peut-être aussi tendance à ne pas clairement, comment dirais-je, j'ose pas dire dissimuler qu'on pollue autant, en fait. C'est ça l'alerte, en fait. Le lanceur d'alerte, c'est celui qui, en réalité, à un moment donné, va avoir connaissance d'événements qui ne s'inscrivent pas dans le déroulement normal de l'activité. Soit parce que cela représente un danger grave et imminent, soit parce que cela est contraire à la réglementation et aux lois. Alors, est-ce que juridiquement, le lanceur d'alerte, il est protégé de la même manière selon qu'il est représentant du personnel ou selon qu'il est salarié, pas représentant du personnel? Alors, je vais vous répondre oui. Enfin, pour moi, ou alors peut-être que je commets une erreur, mais je vais dire schématiquement, le lanceur d'alerte est protégé de la même manière, qu'il soit représentant du personnel ou pas, dans la mesure où il ne peut pas lui être fait grief d'avoir utilisé ce droit d'alerte. Voilà, de ce point de vue-là. Ok. Ensuite, bien évidemment, si l'employeur devait considérer que l'usage de ce droit d'alerte était abusif, la procédure qu'il mettrait en place serait différente selon qu'il s'agit d'un représentant du personnel qui a la qualité de salarié protégé, du salarié qui n'a pas la qualité de salarié protégé. Alors, Fabrice, avant d'arriver chez Maître Carred avec son dossier en disant voilà, j'ai déclenché un droit d'alerte, l'employeur n'a rien fait, pourtant il y a un souci. Comment ça se passe à l'intérieur de l'entreprise? Comment ça se passe avec le CSE? Puisque à ce moment-là, on est au CSE avec les prérogatives du CHSCT d'avant. Comment on remonte ça à l'employeur? Alors, avant de vous répondre, je voudrais juste réagir. Vous parliez de dysfonctionnement propre à l'entreprise qui pourrait justifier le déclenchement de ce type de droit d'alerte. En réalité, ça va beaucoup plus loin que ça. On peut lancer un droit d'alerte pour simplement rappeler que l'employeur ne respecte pas, par exemple, dans la manière de produire son activité, la santé, tout ce qui relève de la santé des salariés. On parle bien d'un droit d'alerte de santé publique et d'environnement, mais la santé, ça commence aussi par des travailleurs qui peuvent parfois, dans certaines usines, travailler à main nue avec des produits solvants qui sont extrêmement corrosifs, peuvent inhaler parfois des produits toxiques parce qu'il n'y a pas suffisamment de ventilation dans les espaces de travail. Donc le lanceur d'alerte et le droit d'alerte, c'est pour ça que le parallèle avec le danger grave imminent est tout à fait judicieux, va intégrer le fait que l'employeur ne respecte pas les principes de droit et de protection et verse évidemment dans des problèmes de santé publique. Deuxièmement, le CSE. D'abord, quand on déclenche un droit d'alerte, on déclenche une procédure d'enquête. Bon, quelle que soit la nature de l'alerte, finalement, ça déclenche une procédure d'enquête. L'enquête va permettre justement d'identifier si ce qui a été présumé comme étant un risque est d'autant plus grave et imminent, est-ce qu'il se vérifie
Et s'il se vérifiait, l'employeur devra répondre de ses agissements ou de ses omissions. Les agissements, c'est comme quand vous le dites, il a fait sciemment quelque chose pour ne pas notamment dépolluer les sols, ou omission, alors qu'il a pollué les sols et qu'il l'ignorait ou qu'il n'en comprenait pas la portée, il n'avait pas pensé à des dispositifs de dépollution. Alors, dans ce cadre-là, le lanceur d'alerte, est-ce qu'il ne peut pas être extérieur à l'entreprise? C'est-à-dire un riverain, par exemple, qui remarquerait qu'une usine à côté de chez lui pollue et que ça a des conséquences sur la santé des habitants de la ville, par exemple. Est-ce que la mairie, alors c'est embêtant parce qu'elle perçoit quand même des taxes sur les emplois qui y sont, mais est-ce que au moins des associations de riverains ne peuvent pas aller vous voir, maître, en disant voilà, cette entreprise pollue, voilà les conséquences que ça a? Alors, oui, enfin j'allais dire oui. Alors c'est étonnant comme rebondissement dans la mesure où hier justement je suis allée à la rencontre de riverains qui se plaignaient de la station d'épuration localisée à côté de chez eux et qui s'inquiétaient bien évidemment de ce que celle-ci déversait ses eaux usées dans la rivière, etc., etc. On connaît aussi bien la problématique. Donc oui, ils peuvent venir me voir, mais la réparation, le processus, c'est pas une question de réparation d'ailleurs, le processus n'est pas celui du lanceur d'alerte tel qu'il est défini par les textes. Ils ne sont pas lanceurs d'alerte. Ils s'inquiètent effectivement, mais là on intègre un autre, on va dire, c'est une autre voie. C'est-à-dire, oui, on va alerter, bien évidemment, sur les risques, les craintes, mais on n'est pas dans la protection du lanceur d'alerte telle qu'elle est organisée aujourd'hui par le Code du travail ou telle qu'elle va l'être de manière définitive par la santé publique. Est-ce que le CSE ne peut pas justement aller voir les riverains quand ils ont cette conscience-là et qui veulent avoir des éléments supplémentaires à amener en réunion de CSE pour dire au patron, voilà ce qui se passe et voilà les conséquences qu'on a relevées sur l'environnement? Est-ce que ça, c'est des choses qui sont faisables? Bon, normalement, le périmètre du CSE, il est circonscrit à l'entreprise et aux salariés. Donc non, moi, je déconseillerais évidemment d'aller voir, en faisant du porte-à-porte, des personnes autour de l'entreprise pour leur dire l'inquiétude d'ailleurs qu'auraient les élus sur les méthodes de production de leur environnement de travail, parce que ce serait aussi rendre public des choses qui peuvent aussi être apparentées confidentielles. Donc non, là, on prendrait évidemment un risque. Que par contre, et ça peut avoir des conséquences aussi dramatiques pour les élus, qu'ils se saisissent par exemple de la presse, parce qu'on sait que la médiatisation parfois peut faire bouger les lignes, bon, et qu'ils versent à un journaliste quelques indiscrétions sur des risques dont ils ont été témoins, pourquoi pas? Là, on est dans quelque chose qui est assez coutumier dans pas mal de secteurs d'activité. Après, c'est jamais sans risque, et c'est jamais sans conséquence. Un employeur pourrait tout à fait reprocher à un salarié d'avoir donné des informations à une tierce personne sans autorisation. Et vous, c'est des informations que vous n'utiliseriez pas dans un dossier d'entreprise où les élus viendraient vous voir en disant on a alerté l'employeur, il ne veut rien faire, on a fait une enquête de voisinage et voilà d'ailleurs les conséquences de l'alerte qu'on lance depuis une ou deux réunions. Alors j'allais dire que ça serait finalement un élément accessoire. C'est-à-dire que je reviens à ce qui vient d'être dit. Ce qui est important, c'est sur la personne du salarié dans le périmètre de l'entreprise. C'est-à-dire que quand j'entends qu'aujourd'hui, il y aurait éventuellement des gens qui travailleraient à main nue dans des produits corrosifs, je m'inquiète très vite. Là, c'est régulier. Moi, j'ai été il n'y a pas très longtemps dans une usine de travail sur le silicium. Donc, ils font ce qu'on appelle ils travaillent sur la recomposition du silicium. Donc, c'est des gros cailloux qui sont cassés. Ensuite, ils mettent des solvants, ils sont recomposés. Tout ça se fait sans masque, sans casque, sans chaussures de sécurité. Et quand on demande aux salariés pourquoi ils ne sont pas équipés, ils nous disent on n'a qu'une tenue pour l'année. Et si on la dégrade, on est obligé de la rembourser. Bien. Alors, est-ce qu'on doit leur donner tout de suite vos coordonnées? Non, mais c'est important. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. Non, mais j'entends et j'en suis très inquiète parce que je ne pensais pas que c'était encore possible à l'ère, effectivement, de la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Donc, c'est des entreprises qui ont 30, 40 ans, 50 ans d'existence, avec des directions qui changent, des consortiums aussi qui changent, parce que c'est une entreprise par exemple, qui a été rachetée 5 fois dans son existence, et puis par des corporations étrangères qui n'ont pas le souci d'appliquer le droit du travail français. Alors là, peut-être qu'il y a un travail de mise à jour, de formation de l'employeur sur le droit du travail. Une formation même des actionnaires. Parce que ceux qui c'est une entreprise qui gagne beaucoup d'argent,
les bénéfices échappent au contrôle, notamment des dirigeants français, puisqu'ils sont aspirés directement par tout ce qui est actionnaire, qui eux sont à l'étranger. Et quand vous avez une entreprise qui tombe en ruine, alors qu'on lui affecte des obligations de productivité qui sont en croissance, il y a un vrai problème d'équilibre et de respect de la condition humaine. Alors là, on est réellement dans ce droit d'alerte qui pourrait lancer à l'employeur en disant, voilà, là, il y a une alerte sur un danger grave et imminent même. Là, oui, on serait quasiment sur le droit de retrait en présence d'un danger grave et imminent et d'atteinte à l'intégrité physique, hein, vraisemblablement. Et les salariés, alors le droit de retrait est un usage qui est très peu sollicité, parce que le droit de retrait, qui est un droit individuel, hein, quand on a un motif raisonnable de penser que sa santé, sa sécurité peut être menacée, voire même sa vie, on aurait le droit de dire « je vais voir mon employeur, je lui explique que c'est plus possible, je me mets à de bonne distance de la situation, j'exige une enquête et éventuellement des transformations impérieuses ». Le problème, c'est que ça arrive à vous dire « si je fais ça, je m'isole du reste du groupe qui ne dit rien, je suis exposé directement aux foudres de l'employeur, et ce qui serait davantage difficile à supporter, c'est moins de mourir à cause de mon travail que de ne plus avoir de travail ». Mais je crois qu'il est temps de rappeler à certains employeurs que le premier article qui a jamais traité du Code du travail était celui qui interdisait aux enfants de moins de 7 ans de travailler à la mine. Eh bien voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous.